D'accord. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet autre webinaire de la Chaire en développement international. Mon nom est Geneviève Laroche, je suis professionnelle de recherche et il me fait plaisir aujourd'hui d'animer cette conférence qui sera des plus intéressantes. Donc, aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir M. Laté Essen Elou, qui est titulaire d'un double DESS en développement rural intégré et en agriculture, alimentation et société de l'Université Laval. Présentement, il achève sa maîtrise en gestion du développement international et de l'action humanitaire. Et avant son retour aux études, Laté a travaillé entre autres au ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique au Togo, en qualité de chargé des finances agricoles et rurales, puis sur le projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural en tant qu'assistant de l'expert en finances rurales. Donc, ses centres d'intérêt sont les finances et la fiscalité agricole, vous l'aurez bien compris, le développement rural et le développement international. Et à ses heures perdues, il écrit quelques billets sur son blog que vous pourrez aller consulter si ça vous intéresse au mitronunia.wordpress.com. Donc, aujourd'hui, nous avons invité Laté pour nous parler de la place potentielle des organisations de coopération internationale canadiennes dans les chaînes de valeur agricole en Afrique de l'Ouest. Donc, il va nous présenter le résultat de son travail de recherche à cet effet, donc sur ce sujet. Et donc, Laté, merci beaucoup d'être parmi nous. Et sans plus attendre, je vous cède la parole pour cette présentation. Donc, je vous invite à partager votre écran et à débuter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Geneviève. Je- Bon, on va commencer par le début. Voilà. Donc, la présentation s'intitule La promotion des chaînes de valeur agricoles en Afrique de l'Ouest. Quelle place pour les organisations de coopération internationale canadiennes? Vous l'avez bien compris, elle va se dérouler suivant le plan ci-après, contexte et problématiques, quelques thèses explicatives, l'analyse de la situation, les pistes de solutions, quelques avantages de ces pistes, les différents modèles existants et quelques success stories, et on va finir par la bibliographie. Par rapport au contexte et à la problématique, en fait, la présentation ne se tient pas sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, mais plus précisément sur l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui regroupe en fait 8 pays, les 8 pays ayant en partage le franc CFA. Donc voilà. Par rapport à ces 8 pays, on a là, vous avez là à l'écran la superficie totale de cette zone. Une zone qui s'étend sur 3 506 km² avec une population d'environ 120 millions d'habitants. La caractéristique principale de cette zone, c'est que la population rurale est assez importante, vraiment importante. Elle va de 45% de la population en Côte d'Ivoire jusqu'à 80% au Niger. Elle est également caractérisée par une prévalence à l'insécurité alimentaire qui est assez élevée et une paupérisation, bien une population rurale assez pauvre, malheureusement. Donc, qu'est-ce qui explique tous ces différents problèmes, notamment l'insécurité alimentaire qui prévaut dans la zone et la paupérisation de la population rurale? Beaucoup de thèses ont été développées pour les expliquer. Notamment, on a la thèse principale de Farouk Essen, vous connaissez bien, Amartya Sen, qui a développé une thèse sur la capacité. Il parle de capacité pour soulever comme principal facteur structurel de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté dans le monde, que les gens ne sont pas, leurs compétences ne sont pas assez formées, ils n'ont pas de compétences élevées, ils ne sont pas assez formés pour répondre ou bien pour pallier efficacement à leur pauvreté. D'autres auteurs comme Teff et Al l'ont expliqué par le niveau d'éducation assez élevé et une inorganisation sociale. Il y a eu la thèse de la pauvreté monétaire qui a été développée par certains auteurs. Le FMI est allé avec
sa thèse de revenus différenciés, l'utilisation différenciée des revenus, parce que le FMI suppose que certains ont de l'argent ou bien certains ont des revenus assez conséquents, mais l'utilisent à d'autres fins plutôt que de l'utiliser pour la bonne alimentation et de lutter contre la pauvreté. On a la faiblesse ou le manque de diversification alimentaire qui ont été développés par d'autres auteurs, notamment Ibrahim Bokoum, que je salue au passage. Une consommation, une répartition irraisonnée à l'échelle du monde. Cette thèse a été soutenue par la FAO. Et la FAO a également développe depuis 2015 la thèse de la faible structuralisation de l'agriculture dans ces pays, notamment les innombrables, les énormes pertes post-récolte qu'on remarque dans toutes ces zones, pas seulement dans toute l'Afrique subsaharienne en général. Donc, selon la FAO, justement, ces pertes post-récolte peuvent s'évaluer en valeur monétaire à plus de 4 milliards de dollars, rien qu'en perte post-récolte. Et d'autres auteurs ont estimé après des études que 25 à 60% de l'igname, ici, qui est une tubercule, 25 à 60% pourrissent après les récoltes et 60 à 80% dans l'oignon. Pour la mangue, on a à peu près 30% de pertes post-récolte. Une étude menée par l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, l'AGRA, a conclu en 2014 qu'il y avait 11 à 27% de pertes post-récolte pour le riz, 5 à 15 pour le mil et le mil et le sorgho, et environ 18% de pertes post-récolte pour le manioc. À quoi sont dues généralement ces pertes? Donc, vous le voyez à l'image, les pertes sont souvent répertoriées dans les secteurs ou bien dans les maillons de la récolte, du séchage, des conditions de transport, de battage, vannage, de stockage, de la transformation et de la commercialisation. Généralement, c'est de la commercialisation qui se fait en bol. En bol, il peut facilement avoir beaucoup de pertes post-récolte. Au niveau de la récolte elle-même, vous voyez toutes les conditions liées à la récolte. Au niveau du séchage, c'est du séchage qui se fait généralement à l'air libre, où les oiseaux, tout ce qu'il y a comme reptiles ou oiseaux qui peuvent venir prendre leur part. On a également les conditions de stockage. Les conditions de stockage, généralement en zone rurale, c'est des greniers qui s'utilisent pour faire le stockage, sans oublier les conditions de battage, vannage, où se fait dans la plupart du temps manuellement, avec beaucoup de pertes post-récolte. Il faut souligner qu'en 2011, la BAD et la FAO s'étaient mis ensemble pour lancer le programme continental de réduction des pertes post-récolte. Mais à ce jour, j'avoue que ce programme n'a pas connu une suite favorable. On attend toujours. Depuis 2011, on n'a pas de suite. Ce programme avait ciblé notamment les systèmes de battage-vannage que je viens de citer, le système de stockage défaillant, l'inexistence de l'infrastructure de marché, l'absence d'un système d'information sur les prix de marché, les déficits de conservation, de transformation des produits agricoles notamment, les systèmes de transport défaillants, les finances rurales inadaptées, le climat d'investissement incertain, les services d'appui assez limités. Les services d'appui, généralement, dans ces pays, sont offerts par les gouvernements, notamment les ministères de l'Agriculture dans ces pays. Il faut avouer qu'il n'y a pas un budget assez conséquent pour l'appui conseil, ce qui a un impact assez négatif sur les producteurs, ou bien sûr les productions et les différentes pertes post-récolte notamment, qui sont évaluées à 30 à 40% par la BAD elle-même. Une analyse beaucoup plus approfondie de ces pertes nous donne le schéma ci-après, que c'est toujours l'approche filière qui est toujours en œuvre dans la plupart de ces zones, de ces pays. En quoi consiste-t-elle notamment? Vous avez des producteurs généralement qui produisent en des cultures saisonnières, donc qui attendent de produire et de vendre. Pendant ce temps, il faut conserver la marchandise, il faut bien la stocker quelque part. Le transformateur aussi est dans son maillon
il n'y a pas, il n'y a pas de lien direct, il n'y a pas de contrat entre griffes, il n'y a pas un système de lien entre différents maillons. Le producteur doit s'approvisionner au niveau de la matière première, au niveau des intrants, tout ce qui concerne les produits phytosanitaires, tout. Et la distribution est également un secteur qui est coupé du reste du maillon. Ça fait que l'approche production, l'approche basée sur l'offre, la production n'est pas tellement avantageuse pour les différents acteurs de la chaîne. Maintenant, le but, ce que beaucoup de pays ont déjà entamé, c'est l'approche chaîne de valeur. L'approche chaîne de valeur qui est en fait le lien qui se crée directement ou bien que l'on crée, que d'autres partenaires peuvent créer ou d'autres intermédiaires peuvent créer entre le producteur, le transformateur, le commerçant ou le distributeur, ainsi de suite. Quand on parle de chaîne de valeur, je prends une définition peut-être qui peut être proche pour vous. Elle vient de l'Ontario Ministry of Agriculture and Food and Rural Affairs, qui définit la chaîne de valeur comme un partenariat stratégique entre des entreprises interdépendantes qui entretiennent des liens de collaboration pour apporter progressivement de la valeur aux consommateurs finaux, ce qui se traduit par un avantage concurrentiel collectif pour l'ensemble des acteurs de la chaîne. Quand on applique cette définition au secteur agricole, on dit que c'est l'ensemble des acteurs qui peuvent être publics ou privés ou des organismes comme les vôtres et des activités nécessaires pour acheminer un produit du producteur vers le consommateur en ajoutant à chaque maillon de la chaîne une valeur ajoutée ou bien en ajoutant une valeur précisément. Donc, le schéma ci-après, inspiré de la FAO, nous explique beaucoup plus en détail les différents maillons et les liens qui peuvent exister entre les acteurs de ces maillons-là. Quand nous prenons par exemple le fournisseur d'intrants, il est en lien direct, il est en lien, je ne veux pas évoquer le terme contrat, mais il est quand même en lien direct avec le producteur, qui est en lien avec le transformateur, qui est lié à une entreprise de stockage ou bien qui peut stocker lui-même ses produits avec une garantie de stockage assurée, avec une interdépendance avec des entreprises de transformation qui peuvent être des exploitateurs ou des transformateurs qui sont liés également aux entreprises de distribution locale qui mettent le produit ou les produits à la disposition des consommateurs. Vous voyez que tous les acteurs tous les maillons de cette chaîne sont liés par des services d'accompagnement qui peuvent être techniques ou financiers. Voilà un peu un schéma qui explique assez finement les différentes relations, les différents liens qui peuvent exister entre ces acteurs. Quels avantages pouvons-nous tirer de cette chaîne? Vous avez des avantages que j'ai répertoriés ici, mais on va aller vers le schéma ou bien vers une définition un peu de la sécurité alimentaire pour pouvoir apercevoir un peu les avantages selon les différentes composantes de la sécurité alimentaire. Quand nous prenons la composante disponibilité, la disponibilité sera beaucoup plus assurée que selon l'approche filière. Donc, le producteur, par exemple, aura un accès facile aux intrants agricoles. Il va augmenter sa productivité et la production naturellement. Il va améliorer ses conditions de stockage et de conservation des produits. Par rapport à l'accès des produits par les consommateurs à un prix rémunérateur, l'augmentation des revenus des producteurs qui vont facilement écouler leurs produits, pas seulement les brader en période de récolte, mais peuvent conserver ces produits et les vendre durant toute l'année, durant toutes les saisons. Ça peut également limiter la volatilité des prix parce que généralement en saison de récolte, il y a beaucoup de récoltes, le marché est inondé, il y a baisse naturellement des prix, les gens bradent pour pouvoir écouler leur stock. Sinon, ça va pourrir, ça va périr. Et cela se traduit par des hausses des prix en période de soudure. En période de soudure, il n'y a pas assez de récoltes sur le marché, tout a été bradé ou pourri. Donc, en période de soudure, le manque de produits accroît naturellement le prix
c'est le prix de la théorie de l'offre et de la demande. Par rapport à l'utilisation, on a une valorisation de la consommation des produits locaux et nutritifs, l'introduction de nouveaux produits et la diversification alimentaire. On a le choix entre la gamme de produits qui nous sera offerte. Et au niveau de la stabilité, naturellement, l'optimisation de l'organisation et de la performance de ces différentes chaînes de valeur et le développement des maillons de transformation, surtout transformation. Parce que dans ce pays, il y a la production et c'est le maillon de transformation qui fait souvent défaut et les liens qui peuvent exister entre ce maillon et les autres maillons. Cela va de soi avec la création d'emplois et l'augmentation des revenus des producteurs dans ces zones. Maintenant, les différents modèles de chaîne de valeur qu'on peut avoir, la FAO distingue 4 principaux modèles. On a d'abord les modèles qui sont pilotés par les producteurs eux-mêmes. Ils sont les principaux moteurs de ce modèle. C'est souvent des petits producteurs et quelques gros exploitants. Et qu'est-ce qui motive ce modèle? C'est l'accès à de nouveaux marchés, des prix beaucoup plus élevés et la stabilité de garantir sa position sur le marché. On a les modèles qui sont pilotés par un acheteur le plus souvent qui vient du secteur privé. Et donc, c'est un industriel agroalimentaire, un exploitateur, un détaillant, un négociant, un grossiste ou un autre acteur du marché. Et cela est motivé par son souci d'approvisionnement, d'augmenter ses volumes d'approvisionnement et d'approvisionner ses clients en lui et de maîtriser les niches ou les intérêts commerciaux. Lui, là, il a beaucoup plus l'information, il a le flair, il sait où trouver l'information. Donc, il s'appuie un peu sur ça pour venir négocier une chaîne de valeur sur une filière précise ou une niche précise qu'il aura découvert quelque part. On a la troisième approche ou bien le troisième modèle qui est celui piloté par un facilitateur. Généralement, c'est le gouvernement, les ministères de l'Agriculture dans ces pays qui pilotent ces chaînes de valeur. Ces chaînes de valeur peuvent être également pilotées par des collectivités locales, des ONG, des organisations de coopération internationale ou autres agences de soutien. Donc, l'objectif ici, c'est de faire fonctionner la chaîne, c'est de renforcer les capacités des différents acteurs de la chaîne et surtout contribuer au développement régional, au développement local, accroître les revenus des producteurs ruraux. Et on a enfin l'approche intégrée qui est l'optimum que chacun ou bien que nous souhaiterons tous atteindre. C'est une approche qui fait intervenir des entreprises leaders, les supermarchés et les multinationales. Elle est beaucoup plus motivée par des nouveaux marchés à valeur ajoutée beaucoup plus élevée, des prix contenus de bonne quantité et conduit souvent vers des monopoles. Ici, c'est le troisième modèle que je propose, ou bien c'est pas une proposition de moi, mais que je veux entraîner ou bien motiver les organisations de coopération canadiennes à embarquer, parce que généralement, c'est un modèle qui est encadré par les gouvernements. Mais comme je l'avais dit, les ministères de l'Agriculture ne disposent pas assez de moyens pour couvrir ou bien pour développer ces chaînes de valeur dans toutes les filières et un peu partout dans le pays, dans toutes les zones assez reculées. Or, ces organisations de coopération ont quand même assez de moyens elles ont beaucoup de projets dans ces zones et peuvent contribuer valablement à construire des modèles de chaînes de valeur sur des différentes filières que les populations auraient préalablement choisies. Le choix de la filière est vraiment important parce que si on laisse ce choix aux organisations ou bien aux entrepreneurs privés, ils privilégient beaucoup plus les filières d'exportation. Les filières d'exportation qui forcément ne sont pas des filières qui contribuent à la sécurité alimentaire de ces populations ou pour d'autres raisons ne contribuent pas forcément à leur bien-être. Mais ces facilitateurs privilégient ces modèles parce que ça va de leur avantage.
Donc, le modèle facilitateur par les ONG est celui que nous préconisons. Quelques success stories au niveau de, je peux citer le cas que je connais très bien, c'est celui du Togo. Quand nous prenons la filière ananas avec ses différentes chaînes de valeur, c'est une filière qui a été beaucoup soutenue par la coopération allemande. Et la GIZ notamment ils ont un programme qui s'appelle PRODRA, Programme de développement rural et de l'agriculture, oui, qui a fait énormément pour cette filière en structurant les producteurs, en les mettant ensemble, en renforçant leurs capacités, en créant des coopératives ou en soutenant des coopératives de producteurs, en leur permettant de produire massivement, d'être plus solidaires, en même temps en les connectant à des marchés, ce qui empêche des pertes et leur assure des revenus garantis en les connectant à des marchés de transformateurs, à des marchés d'exportateurs. Là, une partie est transformée sur place, l'autre partie est exportée. On a également un modèle qui est bien connu, c'est l'artichaut qui a été beaucoup soutenu par l'USAID. Mais ce n'est pas en Afrique, mais c'est plutôt au Pérou. L'USAID a beaucoup soutenu cette filière d'artichaut et les différentes chaînes de valeur qu'elle comprend. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce produit ou bien cette production a eu un essor considérable au Pérou et a permis aux producteurs d'artichaut d'augmenter leurs revenus et de réduire la pauvreté et aussi l'insécurité alimentaire. Voilà un peu les différents modèles de succès que j'avais à vous présenter. Puis, par rapport à tout ce qu'il y a comme bibliographie, vous en avez assez. Et on va revenir, un peu sur cette approche où j'invite les organisations de coopération canadiennes à intervenir. Vous êtes nombreux sur le terrain et le grand problème ou le grand déficit, c'est surtout au niveau des services d'accompagnement là, qui interviennent dans tous les moyens de la chaîne et au niveau des services d'accompagnement financier. L'accompagnement technique et l'accompagnement financier dont vous possédez les expertises peuvent servir à soutenir ces producteurs, peuvent servir à soutenir les acteurs de ces maillons et à réduire la pauvreté, surtout la pauvreté sur laquelle nous nous basons souvent, notamment en développement rural, à réduire la pauvreté et à réduire l'insécurité alimentaire dans ces zones. Et voilà un peu pas le chemin, mais l'invitation que j'adresse à ces organisations de coopération. Je sais que vous êtes présents sur le terrain avec beaucoup de projets, mais nous savons également qu'il faut surtout se baser sur l'approche participative. Et le grand problème des producteurs de ces zones, c'est l'accompagnement, le renforcement des capacités, tout ce qui est accompagnement technique, tout ce qui est accompagnement financier. Parce que généralement l'agriculture est dite un secteur à risque où le secteur financier classique, les banques hésitent beaucoup à y aller et puis ces producteurs sont souvent abandonnés à l'autofinancement, ils autofinancent leur production ou bénéficient des préfinancements qui, au finish, ne les arrangent pas tellement. Donc, se basant sur ces expériences ou toutes ces difficultés, je pense que ces organisations de coopération pourraient valablement accompagner ces producteurs et ces populations qui sont majoritaires. Parce que quand on prend ces pays, généralement, c'est des populations des pays qui ont un secteur agricole de 40 à 60%, si vous voyez un peu les chiffres que j'avais affichés auparavant, qui ont une population agricole bien une population active qui comprend généralement de 40% de la population et un coup de pouce et une assistance à cette frange de la population sera vraiment bénéfique pour ces pays. Donc voilà à terme
bon, jusque-là, ce que je peux dire, s'il y a des questions, on les prend et on va continuer un peu en attendant. Merci. Alors, Geneviève, je te laisse la parole. J'arrête mon partage en attendant bien. Oui, oui, Laté, vous pouvez peut-être arrêter peut-être le garder. En tout cas, on verra si on en a besoin ensuite pour la discussion. Donc, Oui, merci beaucoup pour cette présentation. bienvenue. Donc, j'invite les gens qui ont des questions peut-être à ouvrir leur micro et à les poser directement. Ne soyez pas gênés, on est entre nous. Sinon, à les inscrire dans le volet conversation, puis moi, je les relayerai tout simplement. Moi, j'aimerais peut-être commencer, Laté, par vous poser une question. Vous avez parlé des producteurs, mais je n'ai pas entendu parler des organisations de producteurs. Comment vous voyez le rôle des organisations de producteurs en Afrique de l'Ouest dans ces chaînes de valeur-là, puis quel pourrait être le rôle ou quel est déjà le rôle, dans le fond, des organisations de coopération internationale avec elles, dans leur renforcement ou dans l'appui? D'accord. Oui, je vais repartager mon écran pour... Oui, merci beaucoup, Geneviève, pour la question. Par rapport, par rapport aux organisations de producteurs ou aux organisations de coopération internationale, quand nous prenons le premier modèle qui est piloté par les producteurs, souvent, c'est des petits producteurs qui sont, pardon, qui sont organisés en coopérative ou en association de producteurs. Il faut dire que les sociétés coopératives, c'est peut-être ancien ici, mais c'est une nouveauté qui a été introduite en 2010 dans la zone OHADA. La zone OHADA, c'est l'Organisation pour la harmonisation du droit des affaires en Afrique. Elle comprend 16 pays, dont la plupart de ces pays, les 8 pays là, plus quelques pays de l'Afrique centrale. Donc, c'est des producteurs qui sont organisés en coopérative. En tout cas, c'est ce à quoi on les appelle de s'organiser en coopérative. Et également, il y a des organisations de producteurs, de grandes organisations de par leur nom. On a des organisations même qui sont sous-régionales. On a ROPA, c'est le réseau des organisations de producteurs agricoles. On a d'autres organisations qui sont dans la sous-région, CEDEAO, qui sont représentées dans chacun des pays et qui essentiellement essaient de fédérer les énergies des producteurs, de les regrouper, parce que souvent le premier réflexe, c'est d'aller tout seul. Or, tout seul, en tant que petit producteur dans un coin, tu ne peux pas aller loin, tu ne peux pas faire grand-chose. Mais quand vous vous mettez ensemble, c'est un peu le conseil ou bien surtout le cheminement qu'on leur trace souvent. Quand vous vous mettez ensemble, vous avez la possibilité de produire beaucoup, mais surtout de peser dans les négociations parce que tout seul, tu ne vaux pas grand-chose. Et puis, la bonne dame qui quitte la capitale pour venir acheter souvent, c'est des dames ou bien des commerçants mais qui quittent les capitales pour venir dans les zones rurales pour acheter la production et aller la revendre à la capitale parce que les producteurs, ils n'ont pas souvent les moyens d'acheminer leur production vers la capitale ou bien vers les marchés. Donc, ça fait que ces organisations ont ce rôle qu'elles jouent, mettre ensemble les producteurs, les conseiller, assurer leur formation. Mais il y a quand même beaucoup de travail qui reste à faire. C'est pourquoi j'en appelle aux organisations de coopération internationale. Certains sont déjà présents sur le terrain, mais sont sur d'autres thématiques. Quand nous prenons par exemple le Canada avec sa politique féministe, le Canada peut intervenir dans les chaînes de valeur agricoles en aidant notamment des femmes qui sont installées sur les maillons, sur les différents maillons, des femmes qui sont dans la production, des femmes qui sont dans la transformation, des femmes qui sont dans la distribution.
c'est des créneaux ou bien des assistances que ces organisations peuvent apporter à ces femmes. Donc, c'est le lobbying ou bien l'appel que nous faisons, que ces organisations puissent intervenir sur ces moyens dans ce domaine-là pour apporter un plus et surtout pour apporter beaucoup plus d'impact à ces producteurs et productrices notamment. Parfait. Merci. Merci, Laté. Je passerai la parole à Charles Mugiraneza qui aurait une question pour vous. Oui, ben, merci Geneviève. Oui, ma question, c'est justement sur le dernier propos de M. Laté. Parce que si je regarde les différents modèles qu'il propose de chaîne de valeur, bon, il lui dit qu'il privilégie celui piloté par un facilitateur, si je comprends bien. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui le justifie? Pourquoi ne pas plutôt renforcer le modèle piloté par les producteurs et les collectivités, les producteurs, et comme posait la question Geneviève tantôt, les producteurs beaucoup plus regroupés en coopérative ou en d'autres organisations. D'ailleurs, vous venez d'invoquer le ROPA, qui est une organisation régionale très, très forte au niveau du plaidoyer, qui est aussi souvent dans la mise en œuvre. En tout cas, je ne comprends pas pourquoi vous privilégiez le modèle qui est piloté par un facilitateur. Oui, merci beaucoup, Charles. En fait, c'est un cheminement. On part d'abord de ce premier modèle pour aller vers les autres. Je vais commencer par le dernier. Le modèle intégré, c'est l'optimum, c'est là où chacun aimerait être. C'est là où le producteur qui produit dans sa ferme, s'il est sûr qu'il peut orienter sa production vers un supermarché où il aura un prix rémunérateur, c'est tout ça, c'est ce que lui veut. Le modèle piloté par un acheteur, souvent le secteur privé, ça se fait. Ça se fait actuellement avec même des sociétés ou des structures. Mais dans la plupart des cas, on s'achemine vers un modèle d'exploitation où l'acheteur ou le privé, il est tout puissant, il fixe les prix. Le plus souvent même, il veut carrément se lancer lui-même dans la production, mais racheter la production, l'activité de production pour le faire lui-même, et laissant les producteurs peut-être travailleurs ou exploitants ou travailleurs ou comment ils appellent, ou pas métayer, mais peut-être les travailleurs sur sa ferme à lui ou bien sur sa production à lui. Le modèle piloté par le producteur, c'est un modèle, comme tu le dis, assez bon. Mais c'est un modèle qui manque cruellement de moyens. Le producteur, il ne peut pas se lancer lui-même dans l'organisation de la chaîne. Déjà, il peine à assurer sa production. Et s'il va se lancer lui-même dans la performance ou bien dans l'amélioration de la chaîne, ça fait qu'il perd beaucoup d'énergie en d'autres choses que de se livrer à son activité principale. C'est pour ça que quand l'acheteur arrive pour proposer ses moyens, pour dire je préfinance ta production, il est tout content, il est heureux, mais à la fin, il s'en sort souvent perdant. Le facilitateur, pourquoi je privilégie ce modèle? Parce que le facilitateur, bon, on se met d'accord qu'il n'a pas directement un but lucratif derrière, il ne veut pas se faire des sous, il ne veut pas exploiter les producteurs, mais il œuvre pour leur avantage, il veut les aider, il veut leur apporter une assistance qui est désintéressée. Donc, c'est un modèle vraiment qui appelle les organisations à venir en appui, à venir en assistance à ces producteurs-là pour aller vers le modèle intégré. Parce que quand ils seront forts, ils produiront beaucoup,
en qualité, en quantité, et pourront assurer pourront conserver leur production. Ils pourront alors négocier avec le supermarché, avec l'acheteur qui vient, ou avec la multinationale, ou avec l'entreprise leader qui vient. Ils seront quand même assez forts pour pouvoir négocier avec celui-là. Voilà ce que je pourrais dire, Charles. Merci, Laté. Je vais demander à Charles de poser une nouvelle question puisqu'il n'y a personne d'autre. Oui, il y a des experts. J'ai vu Richard qui a monté la main, mais comme tu me donnes la parole, je vais la prendre. Il y a des experts, il y a Richard qui peuvent apporter des éclaircissements ou beaucoup d'améliorations. Oui, mais je reviens sur mon point encore une fois, parce que pour moi, le facilitateur, c'est un agent externe. Oui. Vraiment, bon, je ne l'exclus pas. C'est intéressant et puis il est probablement, comme vous le dites, sans intérêt pécuniaire. Oui. Mais le modèle où le producteur prend le lead sur la chaîne des valeurs, c'est de plus en plus possible. C'est de plus en plus possible, surtout quand ils sont regroupés en coopérative, comme vous l'avez. D'ailleurs, vous le savez mieux que moi, la loi OHADA encourage beaucoup la création des coopératives, beaucoup plus, aller vers les coopératives plutôt que les OP. Oui. Et là, je prends des cas très concrets. Pour moi, par exemple, bon, nous travaillons avec des producteurs au Burkina Faso qui sont sur différentes chaînes de valeur. Ça peut être les céréales, comme ça peut être le maraîchage, les tomates, par exemple. Oui. Bon, les producteurs, je pose vraiment la question par intérêt, parce qu'on est dans ces débats-là avec les partenaires. Un partenaire, par exemple, qui produit du maïs et qui se limite sur la vente du maïs. Bon, pourquoi ne pas développer toute la chaîne de valeur, l'entreposage, la transformation et, si même nécessaire, la mise en marché de la farine de maïs, plutôt que vendre son maïs à l'état brut. Et d'ailleurs, bon, là, je vais me référer au cours que Geneviève et ses collègues nous avaient organisé en 2016 sur l'agroécologie, et essayer de couper toute la chaîne des intermédiaires et aller vers les marchés de proximité, les circuits courts, comme vous les appelez dans le terme. Donc, pour moi, je trouve que c'est ça qui est avantageux pour les producteurs, plutôt que enrichir ce qu'ils appellent les coyotes en Amérique latine. Richard, tu me corrigeras si ce n'est pas ça. Non, mais c'est un élément complémentaire à mon collègue, parce que Charles et moi, on est dans le même village, on va dire. Je pense que Charles et ce que M. Laté explique, moi, ce que je comprends, c'est que si vous reprenez l'image des facilitateurs, j'ai l'impression, Charles, que nos partenaires, ce sont des facilitateurs, mais avec lesquels le producteur est au cœur. C'est-à-dire que le producteur, il est, et on le sait, on le voit par nos partenaires qui sont au Mali, au Burkina ou même ailleurs en Amérique latine, les producteurs sont au cœur de leur programmation, de leur contenu. Ils vont influer, ils vont être membres, ils vont participer. Donc, ce ne sont pas des facilitateurs externes, comme tu l'as dit, Charles. Je pense que la façon que je vois le modèle, c'est très clair. On parle du producteur individuel, de l'acheteur et là, du facilitateur, et jusqu'à l'intégration qui est plus intéressante. Moi, je le comprends comme ça. Non, tu as manqué un bout. Le facilitateur, c'est mission inclusion. Ah oui, non, parce que l'ONG, c'est une ONG qui peut être locale aussi. Non, dans le modèle de M. Laté. Oui, on a un le rôle facilitateur, là-dedans. c'est nous. Mais c'est intéressant, on a un rôle là-dedans avec eux. Moi, je le vois comme ça, de façon horizontale. Et le producteur, dans notre cas, comme dans le cas de nos partenaires locaux, les ONG locales, comme celles qu'on connaît, là, qu'on pourrait nommer Apil, elles sont justement inspirées du producteur. Mais je vous remercie aussi, parce que moi, ma question, c'était plus par rapport aux femmes et des productrices. Donc, vous en avez parlé et c'est très bien. Et pour justement arriver à cette intégration ou à cette mise en marché, à cette diminution des intermédiaires, à ce circuit court, etc. Donc, le rôle est clé là-dessus. Puis pour terminer, parce que moi, je dois quitter, je veux juste, au niveau de l'accès financier, au Québec, on a créé le FISIC, qui est un fonds d'investissement solidaire qui peut justement jouer le rôle
d'apports financiers en appui aux institutions financières locales, aux petites IMF locales qui soit en garantie, soit en prêt. Donc, cet outil-là qui a été créé récemment, on invite les membres, les ONG, les partenaires canadiens à regarder des projets. Nous, on va développer des projets bientôt dans ce créneau-là. Donc, le lien, je vous le mets ici, vous regarderez le physique en ligne. C'est un petit fonds qui a été créé tout récemment au Québec et qui se prête justement à ce genre de démarche. Mais merci pour l'intervention. Je laisse Charles, qui est mon frère, je sais qu'il va nous rapporter vos beaux propos et les suivis. Merci Geneviève. Merci beaucoup, Richard. Merci, Richard. Donc, Laté, je ne sais pas si vous voulez renchérir ou commenter les propositions, en tout cas la discussion que nos collègues de Mission Inclusion ont eue sur le fait de la place finalement du facilitateur. Est-ce qu'elle doit nécessairement être interne ou externe? Qu'est-ce que ça peut avoir comme influence sur son efficacité? Puis aussi sur la manière dont elle va prendre en compte les intérêts des producteurs, des productrices. Oui, d'accord. Merci beaucoup. J'ai compris. D'abord, dans leur intervention, j'ai en même temps compris que c'est Vision Inclusion et ils font de la facilitation. Je ne sais pas dans quelle zone, en Amérique du Sud ou en Afrique de l'Ouest. Amérique du Sud et Afrique de l'Ouest. Les deux. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et puis, ça serait un grand bonheur pour moi de venir de coopérer avec vous pour avoir beaucoup plus d'informations. Maintenant, par rapport à la question, le facilitateur ici, comme Richard l'a dit, ou bien c'est Charles. Bon. En fait, il n'est pas au cœur de l'action, non. Lui n'est pas au cœur de l'action. Il sert de... Il est en train d'huiler le moteur, huiler la chaîne. Il n'est pas au cœur de l'action. Il est en train d'huiler la chaîne. J'ai cité, par exemple, les gouvernements, j'ai cité les collectivités locales, j'ai cité les ONG. Il n'est pas au cœur. L'acteur principal, c'est le producteur, c'est les acteurs eux-mêmes qui sont au cœur au cœur des chaînes. Maintenant, son rôle, c'est d'apporter l'expertise là, que peut-être soulager le producteur des efforts supplémentaires qu'il va faire pour construire une chaîne de valeur. C'est le soulager de ces efforts supplémentaires-là pour prendre en charge cette partie de cette activité et leur permettre de les mettre ensemble, les connecter au marché, essayer de tout le moteur pour que ça se passe bien. Maintenant, par rapport, même dans ce cas, ce ne sont pas des producteurs individuellement, mais ce ne sont pas des producteurs pris individuellement, non, c'est toujours avec les organisations de producteurs, les coopératives. En tout cas, c'est ça le souhait. C'est avec ces organisations-là que le facilitateur travaille. C'est sûrement ce que il paraît que c'est ce que vous faites également. Ça fait que les producteurs ont beaucoup plus intérêt ou avantage à aller en coopérative parce qu'ils ont la chance, la certitude d'être accompagnés, d'être assistés. Ouais. OK. Bon. L'autre point, c'est peut-être plus un commentaire qu'une question, c'est sur les pertes post-récolte. Oui. J'ai trouvé intéressant les chiffres que vous donnez parce que quand même, c'est des chiffres très élevés. Oui. D'après vous, qu'est-ce que ça prendrait pour minimiser ces pertes-là? Bon, bien sûr, nous, comme partenaires, nous travaillons beaucoup sur les questions des pertes post-récolte. Oui. Nous encourageons d'ailleurs nos partenaires parce que souvent, on n'a pas d'expertise sur tout. Dernièrement, on les avait encouragés, par exemple, à suivre une formation avec FAO sur ça. C'est ça. Mais qu'est-ce que d'après vous, aiderait de minimiser ça? Oui, merci beaucoup, Charles, pour la question. C'est une question qui jusqu'alors, chacun des acteurs essaie à son niveau ou ensemble de réfléchir et trouver des solutions. Mm-hmm. Dans nos systèmes, moi je viens du Togo, dans nos systèmes, vous le connaissez bien, les productions, après les productions,
c'est tout un problème parce qu'il faut récolter, il faut conserver la récolte quelque part. Oui. Souvent, les gens n'ont pas des capacités de conservation, de stockage nécessaires qu'il faut. C'est pour ça qu'ils sont obligés souvent de vendre très tôt pour ne pas que les produits pourrissent entre leurs mains. Donc, ils vendent très tôt, ils écoulent la production très tôt. Ils sont des fois même obligés de brader la production pour éviter d'avoir des pertes brutes. Donc, maintenant, il faut vraiment accentuer les efforts sur les capacités de stockage, les capacités de conservation et surtout la transformation. Beaucoup de produits sont aujourd'hui ne sont pas transformés, ne sont pas aujourd'hui transformés. Vous avez pris l'exemple du maïs. Le producteur de maïs, s'il peut transformer son maïs en farine de maïs, la farine est beaucoup plus conservable à long terme que le maïs lui-même qu'il va mettre dans un grenier quelque part. Et il est sûr de le vendre, de l'écouler sur toute l'année. Il n'est pas pressé de vendre sa farine. Donc, on encourage beaucoup à aller vers la transformation, mais il faudrait surtout leur permettre d'avoir des capacités de stockage, des capacités de conservation assez élevées et faciliter la transformation. En même temps, il faudrait travailler sur le marché, parce que quand on a des marchés sur lesquels les personnes veulent toujours aller payer la tomate en conserve plutôt que de payer la tomate locale, ou aller payer le riz made in Thailand pour ses qualités germano et comment ils appellent ça, organoleptiques, plutôt que de payer le riz local. Là aussi, il y a un travail à faire là-dessus. Donc, ça prouve que c'est vraiment sur toute la chaîne qu'il faut faire un travail et ce n'est pas un travail d'un seul acteur. Peut-être dernière question par rapport à ça. Tu vas m'arrêter, Geneviève, hein, si c'est l'heure. Oui, inquiétez-vous pas, je regarde le temps. Je trouve ça intéressant. Pensez-vous que les producteurs sont conscients, suffisamment conscients de cet effet-là? Ou ça prend aussi un travail de conscientisation par rapport à l'enjeu des pertes post-récolte? Oui, merci beaucoup. On sent un expérimenté de la chose. En fait, les producteurs, ils sont conscients. Okay. Moi, je dirais, Dogo, qui sont conscients. Mais un problème se pose. Là, je vais peut-être parler de mon expérience personnelle. Et ils sont conscients. Mais toujours quand vous leur conseillez d'aller travailler en groupe ensemble, le problème se pose toujours. Donc, c'est là où il faut vraiment les conscientiser. Au-delà des conscientiser, moi, je dis toujours qu'il faut leur montrer les avantages qu'ils ont à travailler ensemble. Quels avantages la société coopérative leur procure? Quels avantages, que ce soit fiscaux, d'autres avantages, la société coopérative leur donne? C'est vrai, on leur dit ensemble, vous serez forts, ensemble, vous allez produire plus. Mais des gens, quand même, hésitent encore à aller ensemble. Maintenant, ceux qui vont ensemble, c'est déjà bien, il faut les encourager et les garder ensemble. Là, ce n'est pas un facilitateur externe ou un agent externe qui va le faire. C'est eux-mêmes de décider que vraiment, nous avons intérêt à aller ensemble. Et tout le travail commence là. S'ils sont conscients qu'ils ont intérêt à aller ensemble, ils peuvent aller ensemble et tirer le meilleur de la production. Au-delà de ça, l'autre aspect de la question, c'était... Au-delà de ça, j'avoue que l'innovation que constituent les sociétés coopératives introduites par l'OHADA est une bonne chose et qu'il faut divulguer au maximum ces tests dans tous les pays de l'OHADA afin que chacun puisse tirer profit de ces tests. Et parce qu'on ne peut pas forcer les gens à aller en coopérative. On n'a qu'à leur présenter les avantages, ce qui gagnerait à aller en coopérative, à aller en groupe. Bon, voilà un peu ce que je peux dire. Je parie que toi-même, vous-même, vous avez des éléments de réponse ou bien d'autres éléments plus convaincants. Oui, Charles?
Oui, non, des éléments de réponse, oui, mais en même temps, c'est un souci de mieux comprendre et continuer à améliorer le travail que nous faisons parce que, ben, je l'ai dit avant, hein, j'avais beaucoup d'intérêt et je trouve pertinent votre présentation parce que ça rentre tout droit dans notre travail. On travaille beaucoup sur les chaînes de valeur avec nos partenaires. Et tous les enjeux que vous avez invoqués sont des enjeux auxquels on est confronté au Oui. quotidien. Donc, on est toujours à la recherche des solutions. D'ailleurs, sur un autre niveau, j'allais demander à Geneviève comment on peut s'inscrire à vos webinaires parce que maintenant, bon, c'est l'avantage et l'inconvénient de la COVID. Oui. Nos partenaires peuvent participer parce que bon, on les avait dans les différentes formations de la chaire, on les a fait venir, mais bon, maintenant, ils peuvent participer en ligne. Moi, le lien, je l'ai eu par Richard. Je ne sais pas si il y a moyen de... J'aimerais les mettre en contact pour qu'ils puissent participer à vos webinaires parce que je trouve que c'est des apports importants pour eux. Sans nécessairement voyager, ils peuvent... Absolument. Ben, le Ouais. meilleur moyen, en fait, c'est de s'inscrire à notre infolettre. OK. Là, qu'on envoie toutes nos annonces ou encore d'être abonné au moins à notre page Facebook parce qu'on crée des événements aussi à chacun des webinaires. Mhm. Donc, ben, le plus simple, c'est vraiment là, de s'inscrire sur le site de la chaire en développement international. Donc, je vous OK. mets donc le chairdi.fsa.ulaval.ca. Donc, c'est là OK. dans OK. les nouvelles ou dans la section événements, vous allez trouver tous nos webinaires. Puis, lorsqu'ils sont enregistrés aussi, on a les enregistrements qui peuvent être réécoutés, donc gratuitement. Les PowerPoint aussi sont souvent téléchargeables gratuitement. Donc, ça nous fait plaisir de vous offrir ces services-là, cette information-là. C'est dans notre mandat aussi à la chaire là, de démocratiser l'accès au savoir Eh oui. scientifique, ou en tout cas au savoir qui ont trait à nos axes principaux là, de recherche et d'intervention, de formation. Donc, voilà, je les inviterai là, à s'inscrire à notre infolette pour ne rien rater, puis à suivre notre page Facebook Ça va être également. fait. Ça va Ouais, être fait. Ouais. super. Donc, OK. ben, là-dessus, je ne sais pas s'il y aurait une dernière question. Non, pour moi, Mais non, ça va? ça va, mais en tout cas, merci beaucoup. C'était très enrichissant. Super, ben merci beaucoup à vous. Puis Ouais. j'aimerais aussi rappeler que dans une perspective de en fait, on parle, les chaînes de valeur, c'est bien, mais maintenant, on parle aussi beaucoup de système alimentaire, donc C'est de ça, voir oui. comment la production de différents éléments au sein de nos systèmes, tant agricoles qu'au sein de nos assiettes, tant comment la complémentarité de ces cultures-là peuvent améliorer, dans le fond, soit la santé de la planète ou la santé des humains. Mm. Donc, peut-être que c'est la prochaine étape aussi, là, après les chaînes de valeur. Bien sûr, c'est important de tirer la meilleure valeur possible de ce qu'on produit parce qu'on y investit tellement d'efforts. Mais en Mm. même temps, je pense que c'est important aussi de ne pas sacrifier certaines cultures qui sont pour l'instant peut-être plus marginales au profit d'autres qui sont très lucratives, mais qui ne le seront peut-être qu'à court terme. Donc, cette perspective-là de système alimentaire, notamment pour des enjeux environnementaux, c'est extrêmement important. Puis, on parlait des femmes tout à l'heure aussi, donc les petites espèces qu'elles cultivent pour les épices, tout ça aussi, ça reste autrement important là, que les cultures auxquelles on pense là, de base, là, soit le riz, le maïs ou tout ça. Absolument. Donc, voilà. Là-dessus, bien, je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup, Laté, d'avoir offert cette présentation. C'était vraiment intéressant. Merci pour les échanges aussi à Charles, Richard et à tous ceux qui nous ont écoutés. Donc, je vous rappelle que ce webinaire vous a été offert par la Chaire en développement international de l'Université Laval et je vous invite à suivre notre infolettre ou notre page Facebook ou encore notre site Internet pour nos prochains événements. Donc, merci beaucoup à vous toutes et tous et une Merci beaucoup. excellente journée. Bye bye. Merci. Oui. Merci beaucoup. Merci.